Bonjour et bienvenue dans Small Talk, l'émission où on discute avec des gens intéressants. Nous recevrons dans chaque émission 2 personnes différentes qui nous parleront de leurs envies, leurs passions et leurs projets. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Small Talk, où nous recevons aujourd'hui Valérie Blanc-Villain. Bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie et bonjour Seb. Bonjour Ève. On va parler donc avec toi de musique principalement, mais sans doute de plein d'autres choses. Eh bien, écoute, tout simplement, j'ai envie de dire, les ondes sont à toi, le monde est à toi. Donc je suis à Montpellier depuis 1991 et je suis venue comme étudiante ici et en musicothérapie. Donc j'ai commencé à travailler comme musicothérapeute dans un hôpital psychiatrique. Et très vite, j'avais ma carrière, j'avais déjà fait des études de piano et très vite je me suis intéressée à l'accompagnement de chanteurs. C'était ma passion, les chanteurs lyriques. Et tout naturellement, quand il y a eu une proposition de poste comme pianiste accompagnatrice à l'Opéra de Montpellier, j'ai postulé. Et j'ai obtenu le poste en 1999. Donc depuis 1999, je suis ce qu'on appelle pianiste répétitrice, chef de chant à l'Opéra national de Montpellier. Alors c'est un peu pompeux, un chef de chant. Voilà, un chef de chant, contrairement à un chef de chœur, son métier consiste à jouer du piano, mais aussi à coacher les chanteurs en solistes qui viennent sur une production d'opéra et accompagner les répétitions de chœur et de l'opéra. Donc par exemple, quand là on vient de faire La Vie parisienne, toutes les répétitions avec le metteur en scène, je suis au piano, je joue la partition pour que le metteur en scène puisse mettre en scène l'ouvrage. Puis quand c'est bon, l'orchestre arrive, c'est souvent 2 jours avant la générale du spectacle. L'orchestre arrive et le spectacle a lieu. Donc moi, je m'occupe juste des répétitions en fait. Pareil pour les chanteurs solistes, il doit chanter le prochain opéra, il doit travailler son morceau. Du coup, il vient travailler avec moi en studio, on corrige les notes, on corrige le texte, on voit s'il est bien en mesure et tout. Comme ça, quand il arrive devant le chef et devant l'orchestre, il n'y a plus rien à faire, c'est en place. Il est au top. Normalement. Et ensuite, dans ce métier de chef de chant, je suis amenée à être dans la salle et à m'occuper de ce qu'on appelle les balances. Si l'orchestre est trop fort, pas assez fort, si le chanteur il chante mais il est dos tourné à la salle, alors lui dire, aller voir le metteur en scène en disant là, on peut pas changer la mise en scène parce que bon, ça craint un peu, on l'entend pas, voilà, des trucs comme ça. Donc on est et puis aussi soutenir les chanteurs qui sont en mode un peu stress avant de monter sur scène. Donc il y a un côté un peu psy, voilà, d'aller les aider. Parallèlement à tout ça, donc ça c'est chef de chant et j'ai une carrière de chef de chœur. Chef de chœur, c'est là je joue pas de piano. Je suis avec mes 2 mains et je dirige des chanteurs, des choristes amateurs, pour l'instant, j'espère un jour professionnel, mais pour l'instant des choristes amateurs. Et sur Montpellier, par semaine à peu près, je pense que je suis à 500 choristes. Avec toutes les activités que je fais, ouais, voilà. Ah oui, parce qu'un air de famille, déjà, c'est 300... Un peu plus de 300, ouais, déjà. Ouais, il y a 300 dames et 80 hommes, donc on en est à 400 à peu près, avec... et après, donc il y a un air de famille qui est donc le chœur amateur de l'opéra. Il y a le chœur universitaire, qui est un chœur amateur sur Montpellier, pas d'université, mais c'est des gens qui ont travaillé à l'université ou qui ont étudié. Avant, j'ai travaillé à Écume, qui est là le chœur de l'université Paul Valéry. Voilà, et puis et donc avec tous ces gens-là, je fais de la musique
sacré, lyrique, opéra, opérette, voilà. Donc ça, c'est mes activités principales. Et puis la dernière, c'est vraiment pianiste, où j'accompagne, je fais des récitals, je joue devant le public comme pianiste, voilà. D'accord, là tu te produis toi, enfin, Voilà. ok, d'accord. Voilà. En Et solo ou avec... toujours avec des chanteurs. Toujours avec des chanteurs. Voilà, bon, des fois il y a un violon, tout ça, mais moi, ma spécialité, c'est vraiment accompagnateur de chanteurs. Parce qu'un accompagnateur, il y a une école d'ailleurs d'accompagnement, on a vraiment dans le cursus du conservatoire un pôle accompagnement. Et on est spécialisé dans le chanteur parce que c'est pas comme un instrumentiste. Un chanteur, il faut connaître la technique vocale et puis il faut savoir aussi les différentes langues, savoir les prononcer. Oui. Il y a une spécificité de chef de chant qui s'apprend. C'est comme voilà. Et du coup, tu parles plusieurs langues? Alors Ou tu connais la phonétique? la phonétique, Oui. voilà. Quand il y a du tchèque, par exemple, je me tire la phonétique sur un bout de papier, Oui. puis voilà. Bon, enfin, il y a toujours D'accord, ça doit être impressionnant. autour de vous. Alors, c'est là qu'on voit que qu'il y a beaucoup de gens de tous les pays, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui parle tchèque, russe ou italien, et toujours mieux que moi, ou allemand. Ah, bah voilà, oui, donc c'est bien très sûr. bien. Toujours quelqu'un pour m'aider. Voilà. Et puis c'est passionnant parce qu'en fait, c'est jamais le même. J'ai jamais le même planning. Ça change Oui. tout le temps. D'ailleurs, des fois, je sais plus où j'en suis, mais voilà. Et c'est super intéressant. Et l'aspect musicothérapie, en fait, tu l'as quitté sans regret, ou c'était une volonté vraiment, ou c'était l'opportunité de passer à autre chose quand tu as intégré le... Disons que L'opéra. travailler à l'opéra, ça m'a demandé énormément de travail. Parce que c'est comme un sportif de haut niveau, pianiste professionnel ou même musicien de l'orchestre. On est soumis à une forte activité physique et c'était pas compatible. Je pouvais pas faire deux choses en même temps. Là, c'était vraiment pas gérable au tout début en tout cas. Donc j'ai dû arrêter mon activité de musicothérapeute. Mais j'adorais, parce qu'en fait j'adore l'humain et comprendre l'humain. Enfin, l'humain m'étonne toujours, donc j'aimais bien. Et ça m'a aidé finalement parce que quand je suis arrivée à l'opéra, il fallait gérer des personnalités. La diva hystérique ou le basse dépressif. Des noms. voilà. Donc c'est toujours bien d'avoir une base un peu... Puis aussi l'animation, parce que donc, je travaille aussi à Opéra Junior avec les jeunes et les ados. Et là, il y a un côté... il faut savoir faire vivre la répétition. Sinon, les jeunes, ils vous envoient... Parce que j'allais dire, les jeunes et l'opéra, c'est pas forcément évident. Et du coup, t'arrives à les intéresser, en tout cas, ils s'intéressent suffisamment pour faire quelque chose. Alors, j'ai tout fait. Hein. Quand j'étais plus jeune à l'opéra, on m'envoyait dans les écoles un peu, prioritaires. Faire des activités pour l'opéra. Alors là, c'est sûr que vous arrivez devant des quatrièmes... Et vous dites, je vais vous parler de l'opéra, c'est mal barré. Voilà. Alors, ils vont regarder, dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut? D'une certaine manière. Voilà. Par contre, mais bon, on a fait des choses sympas. Hein. On a fait un spectacle qui s'appelait 14-18. C'était sur la guerre de 14. 18. Voilà. C'était en 2014. Et c'était un opéra monté par Marie-Ève Signorol. Et avec des jeunes, de 4e, 6e, 5e, 4e. Et c'était super parce qu'en fait ça mettait en évidence, ça mettait en parallèle ceux qui étaient enrôlés de force pendant la Première Guerre mondiale et en parallèle ceux qui allaient en 2014 au djihad de leur propre volonté. D'accord. C'était passionnant et du coup ça avait bien... Ça leur avait plu, ça les avait marqués à tous ces jeunes un peu. Voilà. Et par contre, Opéra Junior, là, ils s'inscrivent, ils sont passionnés. Volontaires. Donc ça n'a pas du tout les mêmes... ils sont prêts à répéter 6 heures par jour, toute la semaine de leurs vacances scolaires pour monter le spectacle. Alors, on ne pose aucun souci. Voilà. Après, donc, à l'Opéra de Montpellier, vous avez les chœurs professionnels. Les chœurs professionnels, ils sont 32 normalement. Soprano, alti, ténor, basse. Et avec eux, je travaille avec une chef de chœur qui s'appelle Noël Génie. Et donc on travaille et on monte les opéras. On est 2 pianistes. Et on n'est que 2 pianistes à l'Opéra de Montpellier. D'accord, c'est peu. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'on a beaucoup de travail, de missions différentes aussi.
On accompagne les auditions, c'est-à-dire par exemple, vous avez des chanteurs des 4 coins du monde qui viennent pour avoir des rôles, donc ils viennent passer une audition, un concours, devant la directrice, voilà. Et ça, c'est pour chaque opéra monté, ou il y a une équipe, entre guillemets, de chanteurs permanents de l'opéra qui pourvoient les rôles les permanents, ce sont les choristes. D'accord. Ceux qui font les parties de chœur. Par contre, ceux qui ont des rôles seuls, les rôles principaux, ce sont des gens qui viennent de systématiquement, c'est des auditions. C'est des auditions, voilà. Et là, par exemple, aujourd'hui, il y a eu une quinzaine de chanteurs qui ont passé des auditions, et dans 15 jours, il y a une autre quinzaine de chanteurs pour 3 rôles, peut-être. Ah ouais. La vie est dure. Ouais. Et Montpellier est très prisé pour l'opéra parce que ça fait que 15 chanteurs, ça fait quand même beaucoup. Mais toutes les maisons d'opéra sont bons à prendre, hein. Ils chantent partout, hein, où ils peuvent. Parce que c'est difficile en ce moment, la culture avec le Covid, ça n'a pas aidé. Donc oui, s'ils peuvent chanter. Alors il y a ceux qui marchent toujours très bien. C'est comme dans le cinéma, hein. Il y a ceux qu'on voit toujours, puis il y a les petits rôles. Et ceux qui essayent de toujours avoir un rôle. Il y a les Georges Clooney de l'opéra. Exactement. Moi j'ai la chance d'être salariée, de ne pas être intermittente. Parce que l'intermittence c'est galère, il faut toujours trouver des dates. Moi j'ai la chance d'être salariée, donc je suis à demeure. C'est plus confortable. Voilà, c'est beaucoup plus confortable pour moi. Même si c'est très chargé quand même, ça n'empêche pas, oui. Oui, c'est chargé, mais c'est passionnant parce que c'est différent. Il faut être bien organisé, je pense. Il faut surtout bien anticiper. Parce que, par exemple, là, mon planning, là j'ai joué, hier j'avais un concert avec un programme. Ce matin, j'avais 2 autres concerts. Ce matin, on est vendredi, samedi, dimanche pour des enfants avec un autre programme. Mardi 19, là, je crois qu'on est 19 janvier, mardi, je sais plus. Enfin, bon, bref, c'est possible. J'ai un autre concert avec un autre programme. Voilà, donc il faut être organisé pour pas se retrouver submergé par voilà. Donc j'anticipe beaucoup. Et puis du coup, tu as beaucoup aussi de partitions différentes, enfin de connaissances à avoir en même temps, de morceaux divers et variés. Alors je dirais la grande maîtriser. La grande qualité d'un pianiste accompagnateur de chant, de mon travail en fait, je pense, c'est de savoir déchiffrer à vue. Parce qu'on n'a pas le temps parce qu'il y a trop de partitions nouvelles à chaque fois. Donc là, par exemple, pour le 31 janvier, je vais avoir 3 x 7... 21 morceaux à préparer. Donc voilà, et j'ai pas que ça. Donc il faut savoir déchiffrer, comme lire un livre. Il faut savoir lire la musique assez rapidement. Et ça va, les canals-carpiens, tout ça? Voilà, les tendinites. Parlons-en des tendinites. Ouais, voilà. Je crois que j'ai fait tous les kinés des quartiers des Beaux-Arts. Voilà. Je connais tous les kinés des quartiers des Beaux-Arts. Ouais. Oui, c'est comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut que je me masse, je fais des étirements. Voilà. Avant chaque concert, j'y vais une demi-heure avant, je chauffe, je fais les gammes, Donc ça, c'est pour être pianiste. Après, chef de chœur, c'est moins, ça demande beaucoup moins d'investissement musculaire. Oui. Voilà, c'est donc pas pareil. C'est d'autres connaissances. C'est plus le dynamisme. Voilà. En termes d'investissement, je pense que chef de chant, c'est ça. C'est en fait, toi, tu agis quasiment depuis le début, la création, jusqu'au moment où l'opéra a lieu, quoi. En fait, c'est ça. Du début à la fin. Ah ouais, donc là, c'est un métier de l'ombre. Ouais. Parce qu'on salue pas à la fin. On vient pas sur scène saluer, personne ne sait qu'on existe, mais je pense que si on n'était pas là, le chanteur il serait un peu tout seul. En fait, on les accompagne, quoi. Oui. On est voilà. C'est accompagnateur. Voilà, c'est le côté humain. Accompagner quelqu'un, accompagner un chanteur, c'est comme... moi, j'aime bien le comparer à quand on partage un lit avec quelqu'un. Soit vous prenez toute la place et l'autre, il a plus de place. Il se retrouve comme ça, coincé. Soit vous faites tout petit et le chanteur, il prend toute sa place. Et là, c'est pas bien non plus. En fait, c'est un bon partage. Faut avoir chacun sa place, chacun dire un petit peu, voilà, moi je... Et ah oui, t'as raison et tout. C'est une complicité. Et il y a des chanteurs avec qui ça se passe très très bien, et puis d'autres... Est-ce que j'allais te demander, ou des fois ça... Ouais. En fait, il y a beaucoup d'ego dans ce métier aussi, pas de rivalité, mais de celui qui aura la note la plus aiguë, celui qui chantera le mieux. Parce que mine de rien, ils sont sous les feux de la rampe et ils sont...
c'est du spectacle vivant, donc l'erreur, on peut pas reprendre. On va pas refaire une prise. Donc il se loupe, tout le monde l'entend, et le lendemain c'est dans le journal, dans les critiques du monde, et c'est très difficile à vivre pour certains, donc il faut ils ont énormément... Enfin, c'est une bataille pour eux, je pense. Ils ont besoin... Oui, il faut avoir un égo, c'est une performance, à produire. Ouais. Et des très très bons chanteurs, il faut toujours qu'ils soient au top, enfin c'est compliqué. Et il y a des guerres d'ego chez les choristes aussi, ou c'est que les solistes? Ah, les choristes, ouais, non, un peu Ça moins. va Ouais. Bon, après, la vie d'un chœur, c'est comme une mini-société. Voilà. Il y a toujours celui qui chante trop fort, celui qui chante pas assez, celui qui aime trop de parfum, qui gêne les autres, celui qui tourne ses partitions en faisant du bruit, l'autre qui fleure, il fait du bruit. Enfin, il y a toujours plein d'histoires. Mais au final, ce qui est merveilleux dans un chœur, c'est que chaque personnalité est différente. Mais ils arrivent ensemble à faire quelque chose de très très beau. Et le résultat est sympa, en fait, c'est un travail de groupe pour une satisfaction. Je pense que chanter dans un chœur, ça amène beaucoup de satisfaction. Chanter seul, ils ne pourraient pas, voilà, parce que ça ne rendrait pas. Mais à 80, d'un coup, ça en jette. Voilà. On est d'accord, pour les chœurs amateurs, ça peut être des gens qui ne chantent pas bien, en solo, mais du coup, ça qui se fond justement, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc la différence entre un chœur amateur et un chœur professionnel, le professionnel a fait des études au conservatoire, il a des diplômes, il a une connaissance musicale, solfège, il a un prix de chant, et il passe des concours, jusqu'au jour où il est pris dans un chœur, et il est content parce qu'au moins il a un salaire, parce qu'il y en a quelques-uns de chanteurs qui essaient de rentrer dans des chœurs et qui voilà. Et le choriste amateur, lui, a un travail qui est complètement autre, et pour se faire plaisir, comme vous iriez au tennis ou faire la gym de 5 à 7, lui il va chanter, donc il travaille pas forcément la voix, il n'est pas obligé, on va dire, mais s'il a envie il peut le faire, bien sûr, c'est toujours mieux, hein. Il n'est pas forcément liseur non plus, il lit pas forcément la musique, mais amateur, il aime. Donc il est beaucoup plus... il est dans l'envie, voilà. Professionnel, c'est notre métier, on pointe. Hein. À l'opéra, je pointe, j'arrive, je pointe, je repars, je pointe. Enfin, je veux dire, c'est un travail. C'est un travail que je fais de 8h du matin à 18h le soir, ou à minuit des fois. Ce soir, je finis à 22h, par exemple. Mais c'est un amateur, lui, là, il a envie de se faire plaisir, il veut faire ça bien, et c'est toujours... Voilà, on ne peut pas non plus demander la même chose à un amateur qu'à un professionnel, mais on peut être exigeant. Et oui, ce que je voulais dire, il y a des fois où on refuse des choristes amateurs parce que même s'ils sont très passionnés, motivés, la qualité de leur chant fait que malheureusement ça pollue un peu l'ensemble. Voilà. Alors la chance la chance de Montpellier, c'est qu'il y a des chœurs pour tout le monde, tous les niveaux. Il y a des chœurs pour vraiment des gens qui débutent, des chœurs pour des gens qui ont envie de chanter dans des petits groupes, des chœurs qui ont envie de chanter de la variété, ou plutôt du lyrique, ou plutôt de l'opéra, ou plutôt des messes, il y a vraiment de tout. Et donc c'est une chance pour le public montpelliérain. Donc moi, pour le chœur universitaire, celui que je dirige depuis maintenant 2011, au début, quand je suis rentrée dans le chœur, j'ai pris comme il était, puis au fur et à mesure, j'ai essayé d'élever le niveau d'exigence. Et maintenant, pour entrer dans le chœur universitaire, il faut passer une audition, et il faut un peu déchiffrer quand même. Ouais. Voilà, je prends pas des gens qui ne savent pas lire la musique, parce que je leur mets un rythme assez soutenu. D'ailleurs, j'ai le programme de l'année du chœur universitaire que je vais vous dire, et s'ils ne suivent pas, s'ils n'ont pas une certaine autonomie dans le travail, ils peuvent pas l'assurer. Donc là, ils ont pas loin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 concerts d'ici juin. Avec des programmes plus ou moins différents. Ah oui, c'est de l'amateur qui... Enfin voilà, c'est l'amateur qui bosse, ouais. Tout à fait. Ouais. Donc là, le prochain concert qu'ils ont, c'est à la salle polyvalente à Roséki, le vendredi 19, et à l'église de Latte Saint-Bernard le dimanche 21, où ils font le Gloria de Puccini avec orchestre. Un orchestre pareil, de jeunes qui sortent du conservatoire, mais qui sont quand même motivés. Et ça, c'est leur propos. Là, donc c'est quoi ? C'est dans 15 jours à peu près. C'est la semaine prochaine. Voilà. Nous, après, je les dirige le 25 janvier à l'Opéra Comédie
pour le grand concert du Rotary. Le grand concert du Rotary, c'est un concert au profit où les fonds seront reversés aux enfants atteints du cancer. On attend pas loin de 1600 personnes dans la salle à l'Opéra Comédie. Donc là, le chœur universitaire va se produire avec un autre chœur, Allegretto de Sète, autour d'air d'opéra. Ensuite, ils ont un autre programme. Ils redonnent ce concert le 3 mars à Sète. Ensuite, le 17 mars, on fait un programme américain-anglais à Grabel avec les Dames de Chœur. Donc là, c'est un nouveau programme. Donc pareil, il faut qu'ils apprennent. Ça demande ils ont de 2 mois. L'investissement quand même. Ouais, ils sont au taquet là. Ils sont au taquet. Faut que ce soit une passion, oui. Voilà. Et après, on va faire la messe de Pâques au Théâtre de la Mer à Sète. Là, ça va être encore joli, plus ça. une passion parce qu'il va falloir se lever à 8h. Et donc ils vont chanter la messe, des extraits, je pense, de Puccini ou je sais pas quoi, avec la messe qui aura lieu au théâtre de Sète en plein air avec la mer derrière, ça va être sympa. Plus, Le cadre est super. Voilà, ensuite je pense qu'on va redonner le Gloria de Puccini le 11 mai, le 12 mai, avec une création du frère de Roberto Alagna. Roberto Alagna, c'est un ténor très connu sur le monde de la musique, et son frère compose, donc on va créer on va faire sa création. Et puis fin juin, on reprendra notre concert américain. Voilà, donc ils chantent pas, ils ont des tutos pour travailler, ils sont moi en répétition, je les sollicite beaucoup, ils sont à peu près 60. Quand même. Je crois que je suis le seul chœur, je crois que c'est le seul chœur, le chœur universitaire, à avoir autant d'hommes que de femmes. Il y a une parité. Il y a 30 hommes pour 30 femmes à peu près. Enfin, un peu plus de femmes, mais grosso modo. Parce que d'habitude, dans les chœurs, il y a beaucoup, beaucoup de femmes et très, très peu d'hommes. Ça attire peu, en termes d'amateurs, je veux dire. Ça je attire sais pas. peu les hommes. Ouais, voilà, c'est comme la danse. Oui. La danse, il y a beaucoup de femmes et pas beaucoup d'hommes, c'est pareil. Mm. Mais voilà, mais nous, le chœur universitaire, et puis le monde attire le monde, donc ils sont là à peu près 15 ténors, 15 basses, je pense que beaucoup de chœurs nous envient pour ça. Voilà. Donc voilà, ils sont assez sollicités. Puis bon, c'est un rythme que j'ai repris cette année. Avant le Covid, c'était ça. Hein. Après, il y a eu le Covid, tout ça, on est allé beaucoup plus cool, mais maintenant, allez hop, c'est reparti. Ouais, parce que du coup, pendant la période Covid, justement, ça a été complètement stoppé. Ouais, alors moi, leur faire les trucs en ligne, non. En ligne, non. Enfin, on était décalés, il y avait un machin. Oui, ça devait être particulièrement. Bon, on se retrouve à 300 en ligne pour ouais, voilà, une petite répétition. C'était pas très... C'est pas adapté. Non, c'était pas adapté. Donc ça, c'est mon côté amateur. Le côté professionnel, c'est l'opéra, ils m'envoient... Là, on va faire les Victoires de la musique, par exemple, classique, ça aura lieu à Montpellier cette année. Ah, okay. Voilà, en direct. Donc, il y aura peut-être des répétitions avec les chanteurs, parce qu'il y a le prix des nouvelles voix. Donc là, je vais être sollicitée, mais pareil, vous ne me verrez pas. Oui, tu travailles dans l'ombre. On saura que tu es là. Ouais. On saura que c'est toi. Et puis j'ai eu l'occasion, de par... peut-être parce que je travaille à l'opéra, je sais pas, enfin on m'a contacté. C'était pas The Voice, ça c'était... c'était Prodiges. Les Prodiges, oui, ouais, voilà. Oui. Voilà, les Prodiges. Ah, ça c'était rigolo. Ouais, c'était rigolo. Quand ils l'ont fait à Montpellier, justement, il fallait quelqu'un, il fallait un chef de chant pour coacher les petits jeunes, là, et les faire chauffer avant d'aller sur scène. Ce qu'on sait pas, c'est que quand ils arrivent sur scène et qu'ils chantent leur truc, avant ils ont chauffé, ils ont fait 3 vocalises. Oui, ils arrivent pas comme ça. On pose le manteau et on chante. Non, ils ont répété avec piano pour après répéter avec orchestre. Parce qu'ils vont pas chanter avec l'orchestre de suite. Surtout les jeunes, voilà. Et donc en fait, l'orchestre arrive souvent, lui, sans avoir répété avec l'artiste, enfin avec le chanteur. Voilà, en général, ils ont une répétition à l'orchestre. D'accord. Ça coûte trop cher un orchestre. Il y a 80 personnes, on va pas les... Ouais. Donc on est efficace. Donc il y a une répétition avec orchestre, une générale, et vas-y. D'accord. Voilà. Que piano, voilà, je suis toute seule, donc on peut le faire venir plusieurs fois. Donc ça coûte moins cher. Oui, c'est sûr. C'est plus facile à gérer. Voilà, alors l'Opéra de Montpellier, il y a 2 salles. Il y a l'Opéra Berlioz, c'est la grande salle, et puis il y a l'Opéra Comédie, qui est la salle historique de 1888. L'Opéra Berlioz, il est au Quorum. Voilà, c'est le Oui, c'est réparti dans les 2 bâtiments. Voilà, c'est ça. On est une des rares villes à avoir 2 lieux comme ça.
où on peut faire des grosses productions d'opéra, par exemple des grosses productions comme Turandot de Puccini, ça va être à l'opéra Berlioz, c'est énorme. Ouais. Puis après, là, on vient de faire La Vie parisienne, c'est plus intime, donc on peut le faire à l'Opéra Comédie. C'est vrai parce que la salle de la comédie Et a plus de cachet. eh ben, Ah, c'est la réplique Ouais. exacte, normalement, de Granier. Opéra Garnier, pas Garnier. Bien. Sinon, il y a le rond-point Ernest Garnier, mais Ouais, c'est ça. rien à voir à Port-Marianne. C'est pas la même chose. Voilà, après... En termes de dates, est-ce que tu nous as parlé beaucoup des dates amateurs. Est-ce que tu as des dates sur 2024, des événements dont tu aimerais parler? Ben alors après c'est sur le site de l'opéra, je crois que j'ai des concerts avec les chœurs de l'opéra à Metz, là à la salle Molière mercredi, je crois que c'est mercredi, mardi je suis à Nîmes, voilà, après en février je sais plus trop, j'ai pas tout en tête en fait pour le moment. C'est le moment promo là. Il faut... Voilà. Mais sinon, oui, le site de site, l'opéra. Le site de ou- l'opéra, voilà. Il y aura Ouais. tout. Il y a dessus. tout, et puis moi j'ai une petite page aussi où j'essaie de faire ma pub, mais bon, j'ai pas trop besoin. Puis il y a le Facebook, il y a tout ça. Voilà, les D'accord, réseaux on peut te sociaux. retrouver toi sur Facebook pour Ok. voir justement quand tu Ouais, te produis ouais, en solo. si, comme je suis une très mauvaise communicatrice, voilà, vous pouvez me retrouver, mais... Faut chercher. Non, mais, voilà. Mais après, comme je croise beaucoup de gens et je rencontre beaucoup de gens, et en fait, du bouche à oreille, ça marche beaucoup. À Montpellier, c'est suffisant. Ça reste Je le meilleur. pense, ouais, Ça je reste le pense. meilleur, ouais. je pense. Voilà, après, je peux vous parler de mon enfance, mais... Je suis heureux que ça fasse l'objet d'une autre émission. voilà, c'est ça. Mais on te remercie énormément, c'était Ouais, extrêmement intéressant. merci beaucoup. Voilà, on ne te connaissait pas forcément un chef de chant, chef de chœur. Et ben on apprend des choses, c'est aussi ça, Small Talk. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonjour Sébastien, Bonjour Eve, nous voilà pour un nouvel épisode de Small Talk. où l'on reçoit Christophe Martin. Et on va parler de beaucoup de choses avec toi. Bonjour Christophe. Bonjour Eve, bonjour Sébastien. Alors moi vous me faites penser tellement au justicier milliardaire. Je sais pas, j'ai cette image-là qui est merveilleuse. Jonathan Hart et Jennifer Hart. Jennifer Hart. Ouais, L'argent en moins. Je suis Ouais. interviewé ce soir par Jennifer et Hart et Jonathan Hart. Merci énormément. Merci, vous êtes géniaux, génial. Ça nous fait plaisir. Tout à fait, mais on va pas parler de justicier milliardaire, encore que, pourquoi pas. On verra. On ne sait pas, on va parler de beaucoup de choses. Je pense qu'on va parler de toi, Christophe, de tout ce que tu fais, de ton parcours, de tout ce que tu veux. Et on va évidemment parler improvisation, je crois que là, évidemment, improvisation théâtrale, entre autres. Mais on va parler aussi questionnement, masculinité, conférences, spectacles, activités, tout ce que tu veux. Je prends. C'est C'est libre. cadeau, c'est pour toi. Je t'en prie, Christophe. Je prends donc un pro, ça a commencé il y a 13-14 ans. Et puis, on se connaît depuis un moment. On peut le dire. Et moi j'ai envie de parler de ça. On avait créé un festival qui s'appelle Midi Minuit. Et j'ai vu Sébastien sur scène, je crois, il y a 13 ans, une C'était éternité. En 2012, donc ouais. Voilà, c'est ça, ouais. très bien. Hop, hop, hop. Et en fait, c'était une bande de gens hyper sérieux et hyper bons qui étaient en noir et en cravate de couleur. Moi, j'étais impressionné, mais il n'y avait pas trop d'accès, tout ça, on n'avait pas vraiment sympathisé. Et puis on s'est revus au Cress. Je sors des dossiers. Oui. On s'est revus au Cress et là, on a eu une soirée juste incroyable. Je me dis, mais ce sont des humains, c'est pas que des machines, ce sont des humains. Et on avait tellement adoré ça que je crois que c'est né ici, c'est né à ce moment-là, quoi. C'était vraiment une soirée charnière. Il y avait Zouzou Ouais. qui est parti à la réunion. Salut Zouzou. Salut Zouzou, Parce que t'as tu vas intérêt à écouter ce podcast, Ouais. disons. Qui fait des tongs à Sillaos. Ouais, si là-haut ça Et- va, on vous conseille, voilà. Bah exactement. Et puis moi je suis allé acheter ma paire de tongs à Sillaos, monsieur dame, et voilà, ça, c'est exactement. bien. Et je sais plus, Nathalie ou Nathalie, ouais. Hey, Nat, ok, Nat, d'accord. ouais. Ouais, non, il s'était vraiment passé un truc de dingue. Et puis je crois qu'on s'est pas trop quitté depuis. Avec des routes parallèles, on fait pas toujours la même chose, mais
Mais c'est cool. Et Ouais. voilà, j'avais envie déjà, en préambule, d'évoquer ça. Mais oui, tout à fait. Et en plus, toi, une belle route, une belle grande route après. Ouais, une route avec Christine. Tout à Où, en fait. fait, quand on a... Moi, j'ai découvert l'impro, mais j'étais sur scène je suis sur scène depuis très longtemps. Mais pour des publics très particuliers. Donc, j'ai été danseur classique, donc public danse classique. J'ai été DJ, donc pareil, c'est un truc de niche. Je suis parti d'un groupe de power rock, donc pareil, truc de niche. Et quand on a découvert l'impro, j'ai dit, ok, ça parle à tout le monde. C'était un truc de dingue. Et en fait, on a plongé dedans. On n'a pas fait un atelier par semaine comme tout le monde en loisir. On a fait 1, 2, 3 ateliers, puis on a créé une troupe, puis 2 troupes, puis c'était parti. Et à tel point qu'on a créé un lieu dédié à l'impro. Ouais. Et tout le monde nous a dit, vous êtes fous, c'est un truc de dingue, tout ça. Ouais, c'est cool. Mais comme on savait pas que c'était pas possible, on l'a fait. Et maintenant, c'est notre vie, en fait. Et il y a eu des étapes assez folles, puisque les premiers temps, on faisait venir des coachs, et puis à un moment, il y a 2 copines, Florence et Myriam, de la Seine-sur-Mer, dans le Var, impro de pro, Oui. qui ont des super beaux projets, pour les hommes, pour les femmes également, mais j'y reviendrai, qui nous ont dit « Hey, on aimerait venir avec notre troupe. » Génial, venez, tout ça, c'est qui le coach ? C'est vous. Oh, ok. Alors, Déjà. à l'époque, je donnais des ateliers, j'ai donné mes premiers stages, mais donner un stage à l'improcamp, en fait, ça nous était même... Parce que l'improcamp, c'est le lieu où... Oui, Voilà. c'est vrai. Oui, il faut donner le nom. Oui. L'improcamp. Ah, bon, comment on fait, non. Et donc, on s'est dit, waouh, donner un stage chez nous. Et en fait, ça a été le début de quelque chose qui a amené à une professionnalisation, puisque maintenant, je suis comédien, formateur, et je vais vers l'intermittence. Et ça y est, on est presque, quoi. On est presque à l'intermittence. Donc, c'est encore une étape à franchir, mais c'est cool. Et donc, maintenant, c'est mon métier, quoi. Voilà, c'est mon métier. Je suis formateur, je suis comédien, metteur en scène, improvisateur et heureux. C'est pas mal du tout. C'est pas mal, hein? Ah C'est ouais. assez complet. Beau parcours, oui, beau parcours, effectivement. Et en plus, alors, je peux dire l'improcamp, effectivement, c'est le paradis des improvisateurs, quand même. C'est vraiment, l'endroit est fou. Ouais, l'endroit est fou. Il y a 1,5 hectare de bois, d'oliviers, de piscine, et même une piscine pour chiens. C'est vrai, c'est vraiment. Il faut venir voir ça. Il y a une piscine pour chiens, quoi. Le petit bassin, Ah, oui. le petit bassin, c'est le bassin de Noisette. C'est comme ça, Noisette, c'est notre chienne. Il y a une rivière, il y a un tennis, il y a des trampolines. Il y a un théâtre, donc une salle de 50 mètres carrés avec un plateau de 5 par 5. Enfin voilà, donc c'est... Et tout ça, c'est en pleine nature, en pleine campagne, à côté d'une rivière, dans le Vaucluse. Le paradis. Ouais, j'aime bien. Ah. En tout cas, c'est ma maison. Donc, si c'est le paradis pour vous, c'est cool. Vous êtes bienvenus, évidemment. Et on a une programmation de... Notre mode de sélection des coachs, sur la programmation officielle, ça va sur 2 critères. Premier, et c'est pas des conneries, hein. Est-ce qu'on a envie de boire une bière avec ? Mhm. Mais vraiment, et ça c'est important pour nous. Et le deuxième, c'est est-ce que c'est opportun et est-ce que ça va amener de la légitimité et un bagage technique aux improvisateuristes qui viennent chez nous. Et donc ça peut être de l'impro, ça peut être du mime, du clown, du chant, de la comédie musicale, du théâtre forum, enfin c'est... Oui, ça dépasse l'impro. Ça dépasse, en fait c'est vraiment tous les outils qui permettent aux improvisateuristes d'améliorer leurs compétences. Voilà. On peut même peut-être programmer un stage d'arts martiaux parce que comment on fait des combats sur scène, quoi. Oui, pour le rendre réaliste. Pour rendre ça réaliste, donc des techniques de scénarisation de combat. Enfin, tout est possible. Voilà. Et au début, l'improcamp, ouais. Juste une petite parenthèse pour dire que effectivement, moi, j'ai vu l'improcamp depuis au départ. On voit que ça marche bien, on voit que c'est un succès parce que les noms des gens, de plus en plus, déjà vous multipliez les stages, avant il y en avait pas énormément, mais de plus en plus, il y en a eu de plus en plus, et là les noms c'est des sommités, c'est des gens reconnus, quoi. Ouais. Vraiment, vraiment reconnus. Vous, avec Christine, vous êtes aussi reconnus. Alors il y a une petite fierté, c'est que on a couru après les coachs pendant des années, Ouais. et que maintenant on fait toujours notre sélection, mais on est sollicité.
Et ça fait plaisir. Ah bah oui. Ça fait plaisir. Et je crois qu'on n'a pas eu conscience du truc tout de suite. C'est vraiment venu par les copains qui venaient à l'improcamp, qui nous disaient mais en fait on parle de vous partout. Quoi. Et nous on n'a pas conscience de ça parce qu'on n'était pas partout, parce qu'on est en train de bosser à l'improcamp. Et on a la volonté que toutes les improvisatoristes puissent venir chez nous, donc on essaie d'avoir des prix. C'est de l'argent, ça coûte de l'argent de faire un stage, mais de donner cette possibilité de ne pas avoir des prix délirants. Quoi. Ça reste très correct pour ce qu'on reçoit en tout cas. Ouais. Oui, merci. Mais oui, il y a des cœurs. Un excellent rapport qualité-prix. Non, mais c'est l'instant pub, j'adore. C'est vrai en plus quand même. Bon, ouais, on essaye. Voilà. Et à côté de l'improvisation, tu écris aussi ? Ou tu écris des spectacles d'improvisation ? Alors, il y a deux phases. Donc, il y a une phase qui est facile pour moi, c'est de tramer, c'est-à-dire de mettre en scène des canevas de spectacles, et donc de tramer des spectacles d'improvisation. Parce que l'improvisation, ça s'improvise pas, c'est beaucoup de travail. Tout à fait. Et on peut faire de l'improvisation libre, et on peut faire de l'improvisation. Ouais, comme ça, vous serez obligé de faire un petit montage quand même. Tu paries que non. Ça me va très bien. Ça me va très très bien. On peut faire de l'improvisation en tramant, soit en prenant un propos sociétal, soit juste en mettant un cadre. Et moi, j'adore faire ça. Pour créer des mid-formes, des longues formes, c'est des formats qui font pas 3 minutes, qui vont aller 20, 25 minutes, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et quart. Et où on prend vraiment le temps de créer des personnages, on prend vraiment le temps d'approfondir une thématique et d'aller chercher la source. Et, voilà. Et c'est pas forcément drôle. Moi, je veux pas forcément chercher le rire. Quand le rire arrive, c'est merveilleux, mais c'est pas forcément un absolu. Et puis oui, j'écris, alors ça c'est beaucoup plus difficile pour moi. En 2017, il y a le MeToo qui est arrivé sur les réseaux. MeToo, balance ton port, et puis moi je commence à voir ça. Et puis je me suis dit, waouh, génial, c'est trop bien, comment je peux aider ? Et les femmes m'ont dit, par la main, parce que justement, elles avaient plus besoin de moi. Et donc moi, en tant que chevalier servante, moi j'ouvrais les portes des voitures, je prêtais mon parapluie, je payais les additions au restaurant, parce que ça se fait, j'ai été élevé comme ça. Et d'un coup, non, tu fais partie d'un autre monde, t'es un dinosaure, et puis on n'a plus besoin de ça. Waouh! Donc j'ai commencé ma déconstruction en 2017, et puis ça a maturé, je me suis posé énormément de questions, et j'ai commencé à poser quelques mots en 2023 sur ma masculinité, c'est-à-dire je voulais parler de moi, je parle pas au nom des hommes, je parle au nom de Christophe Martin, c'est moi, clairement. Parce que j'ai 56 ans et que il y a toute une génération qui arrive qui va pas penser comme moi, mais j'écris pour moi. Et là j'ai finalisé un spectacle qui est sur ma masculinité, qui s'appelle Papa, c'est quoi un garçon ? Que je vais jouer le 11 avril à Lille, et que j'ai un petit peu les foies, même beaucoup. Mais c'est carrément cool, parce que ça me met un coup de pied au cul, de dire, ça y est, maintenant, elle existe, il faut la faire sortir de terre et la présenter au public, la faire vivre. Et mais ça m'active parce que je suis sincère dans ma démarche. Après, je l'ai présenté 3 fois en public restreint, et puis chaque fois c'est un sujet qui est brûlant, ça frotte, et puis les gens ne sont pas d'accord avec moi, et tant mieux, c'est super cool, quoi. Parce que ça active des zones, et j'espère pouvoir jouer ce spectacle dans des lycées, dans des écoles de commerce, dans des entreprises. Pourquoi écoles de commerce? Dans des écoles supérieures. Ouais. Et parce que ça crée du débat derrière. Et on est obligé de se poser des questions. On va pas être d'accord, mais on est obligé de se poser des questions. Et la vie, c'est un petit peu ça, quoi. Oui. À mon sens, voilà. Oui, parce que il y aura forcément des moments où des gens vont se reconnaître. Et ils n'ont pas envie de se reconnaître justement dans ces moments-là, donc ça peut... Ouais. Effectivement. C'est ça. Donc ça alterne témoignage et puis scène de vie. Et c'est décalé, c'est parfois drôle, mais sans que je le cherche en fait, mais c'est parfois drôle, souvent émouvant. Et puis parfois effectivement ça peut frotter sur certaines zones. Et s'il y a des gens qui se reconnaissent dans les schémas patriarcaux, ils peuvent se poser des questions. On discutera à la maison après. Donc si au moins ça provoque ça, ça veut dire que moi j'aurais fait le job, quoi. Ouais.
Ouais, et puis c'est aussi libérateur pour toi, c'est une Ah, façon de, ouais. voilà, de dire... Oui, parce qu'on va utiliser le mot thérapie, je sais pas, mais il y a pas mal de sujets pas mal de choses qui sortent. Et cette envie d'écrire, tu l'avais depuis longtemps, en dehors vraiment de Alors. cette partie, enfin voilà, tu vois, de Non. ce sujet-là, mais plus généralement. Très clairement, écrire, c'est une souffrance pour moi, vraiment. C'est-à-dire, je sais pas écrire avec ma tête. Je suis incapable d'écrire avec ma tête. Par contre, parfois, quand j'écris avec mon cœur, ça sort et je relis pas, et c'est ok. Je relis bien après, mais je veux dire, Une espèce Ça d'écriture sort, quoi. intuitive. Ouais, vraiment. ouais. Et parce que si je dis ok, je dois me poser 2 heures et je dois écrire, mais il y a rien qui sort. C'est pas possible. Ouais. Donc c'est un processus très très difficile pour moi. Mais après, une fois que c'est sorti, merci, c'est tellement cool. Ouais, donc C'est c'est tellement cool. très très... T'évacues. Ouais, tu Ouais, traiteras que ouais. des sujets vraiment qui te touchent particulièrement. Bah, tu vois, si Je un pense jour on te que- fait une commande ou quelque chose... Ah non, sûrement pas, non, mais Ouais, voilà. sûrement pas. Et C'est puis c'est là, bon. je pense que j'aurai une spectatrice et que ça sera ma mère et ça ira bien. C'est bien Christophe, mais C'est ça. quand même... Ouais, aussi, oui, parce que je l'aurai, mais quand même, évidemment. Voilà. Bon, donc gros challenge. Gros challenge. Ouais, et en même temps, j'ai l'impression que c'est le moment. Enfin, pour moi, dans mon chemin, c'est le moment. Et puis, si je me prends une bâche, je me prends une bâche. Mais je suis sincère dans cette démarche, quoi. Voilà. C'est le plus important. Oui. Bah, c'est de tester, ouais, c'est clairement, c'est d'aller tester, voilà. Et puis oui, effectivement, imaginons que ça ne marche pas, je n'y crois pas Non. une seule seconde, monsieur. Mais même pas une seconde, je Mais- n'imagine même pas. Mais peu importe, j'ai envie de dire, l'important c'est d'être arrivé au bout, d'avoir sorti un truc avec tes tripes, c'est... Ouais. l'important, Alors moi, je sais que j'essaie, donc sur le peu de retours que j'ai, il y a des scènes hyper émouvantes, mais quand on commence comme ça et qu'on dit mais derrière, c'est qu'il y a un truc. C'est un spectacle qui est en devenir. C'est-à-dire, là, je vais le jouer, mais il faut que je le joue quelquefois, qu'il se rôde et que je me prenne des tôles sur un truc qui a marché la veille et qui va pas marcher cette fois et que je réécrive. Ce qui sera pas facile, mais je vais le faire, quoi. Je vais le faire. Et oui. Qui va peut-être continuer d'évoluer aussi avec toi et ton... Je sais pas si Ouais. tu estimes avoir fini peut-être ta déconstruction, je sais pas du tout. Non, jamais. Et Si puis, il y a un si truc... c'est en continu, tu le feras peut-être évoluer aussi avec des nouvelles Ouais. pensées, de nouvelles réflexions. Il y a un truc rigolo à ce sujet, c'est que dans ma déconstruction et reconstruction, parce que c'est pas Ouais. que se déconstruire, c'est comment on se Ouais. reconstruit derrière, avec quelle valeur. Il y a un truc où pour moi c'est pas encore passé, j'adore danser et j'ai appris à danser, j'ai appris à mener quand on danse à deux. Et en fait, ça fait partie d'un schéma ancien, ça. Puisque... Non, c'est on quoi peut- le tango, tout ça, ou c'est Bah, l'homme qui mène vraiment ouais. C'est Donc là, c'est c'est ancré, le c'est concept culturellement. de cette danse. Après, Ouais, mais rien n'empêche d'en créer de tango, nouvelles, salsa, zouk, il y a plein de danses où c'est effectivement l'homme qui mène, mais maintenant, et j'ai appris, et c'est super cool, il y a des écoles de danse non genrées. D'accord. Donc où les hommes peuvent danser ensemble, les femmes peuvent danser ensemble, les hommes peuvent danser avec les femmes peuvent mener, et merci quoi, c'est génial. C'est juste un concept, Sauf il y que- a un lead et il y a un suivi, quoi, Ouais. c'est tout. Oui. Parce que si tu dis le mot tango, ou alors fais autre chose. Ouais. Et moi je fais autre chose, je fais de la danse libre, de la danse contact, où là, il n'y a vraiment pas de notion de genre, c'est une appréhension du corps. Et une femme peut porter un homme, donc, enfin, Oui. tout est ok, c'est tout technique et c'est ok. Mais effectivement, si tu dis je fais du tango, il y a un concept, une Culturellement, culture, voilà. Qui va avec, ouais. Alors, si tu dis je fais de la tectonique, c'est très égalitaire. Hein, je veux dire, chacun fait. Et puis c'est solo surtout. Oui, c'est pour ça que c'est Donc- égalitaire. Voilà, c'est parenthèse. Merci beaucoup, j'adore vos exemples et vos parenthèses de ça. C'est tout ce qui m'est venu en tout cas. après le temps. Alors le bruit que vous allez entendre, c'est une main qui va dans un paquet de Lindor caramel beurre salé et Allez, le on fait- petit, voilà, c'est une publicité aussi, voilà, le petit bonbon de chocolat qui sort de la gong bleue, voilà, le psychopathe qui sort l'aluminium, voilà, et qui va le séparer, voilà, vous l'avez entendu, et qui va, voilà, tirer. Un peu d'ASMR en Ouais, c'est même temps, ça. c'est ça. Christophe, tu te lances dans l'ASMR donc en plus. Ouais. Que je pratique aussi. Alors je suis en train de manger un chocolat. Voilà, mais c'est très bien pour.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher Christophe, pendant que tu es en train C'est très très bon. C'est Très vrai sucré. Ouais. Ah, Pointe oui. de sel. Parle de l'interview ou du bonbon De l'interview, bien De sûr. l'interview, bien sûr. Bien sûr. Le sucré avec un point de sel. C'est ça, ça correspond totalement. C'est tout à fait ça. Alors chez vous, qui est le sel, qui est le caramel? On en Oh. discutera. On en Je discutera. dirais qu'en quantité de sucre dans le sang, je suis le caramel. Mm. Et toi, tu dois être le sel. Ah, le D'accord. sel de la vie. Ok. Simplement, super. Eh bien, merci énormément d'être venus, Seb et Eve. Eve et Seb, Oh, pardon, évidemment. Ah oui, dis donc, Ouais. j'ai failli Voilà, faire un procès mais là. tellement Attends. pas. Tout était calculé. Et donc, notre prochaine émission sera la prochaine fois. Et on C'est peut pas dire mieux. exactement En ça. tout cas, on te remercie. Et donc, l'Improcamp, on mettra toutes les infos. De toute façon, regardez les stages et regardez. Il y en a pour tout le monde, en fait. C'est vraiment tout ce qu'il faut. Et vous êtes sur Et- les réseaux? Oh, ils sont- Ouais, énormément sur Facebook, où on retrouve sur donc, Improcamp, tout simplement. Ouais. Et on a une mailing list aussi. On n'est pas trop sur les autres réseaux, donc il faut qu'on s'y mette. Un petit Insta. Un petit Insta, mais ouais, ça fait pas de mal. Ah, il y a des Faut petites y photos aller. du site, du lieu, des ânes. Ah, mais oui, enfin, parce qu'il y a des animaux, il y a 2 ânesses, il y a une chienne, il y a 2 chats, enfin plus tous les animaux qui passent, des renards qui mangent les poules, enfin voilà, c'est vraiment la campagne. La quoi. campagne. C'est ça. C'est un lieu de vie aussi. Et des humaines et des humains avec des belles vibrations. Surtout. Bah, là-dessus. En tout cas, voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus. Je pense qu'on est pas mal. Et donc, on n'oublie pas aussi ton spectacle. On espère il y aura des dates un peu partout. Oui. Et voilà, on te souhaite plein de bonnes choses pour 2024, plein de beaux projets. Et merci encore, Christophe. Avec grand plaisir, merci pour votre accueil. De Merci. rien. Ève et Sébastien. Bien